vendre le surplus au Nigeria. Mais le gouvernement camerounais estime que ce n'est pas sa priorité et va faire autre chose. Donc nous devons non seulement réformer l'État, mais nous devons aller le plus loin possible pour donner l'autonomie. Et cette réforme, pour nous, aujourd'hui, sur la forme de l'État, c'est le fédéralisme. Le fédéralisme est la forme de l'État qui peut nous permettre de régler le problème anglophone, mais de régler aussi globalement les problèmes du pays en termes de développement économique. Et pourtant, vous avez servi pendant 7 ans cette institution, ce régime. Oui. Pourquoi avoir mis autant d'années avant de partir, avant de démissionner? J'avais au sein du gouvernement camerounais, pour ceux qui suivent de près les affaires de notre pays, j'avais, en dehors de mes fonctions en tant que ministre délégué, parce qu'il faut toujours rappeler que j'étais ministre délégué au ministère de la Justice. Cela veut dire qu'il y avait un ministre de la Justice. Je n'ai jamais géré la justice camerounaise, c'est-à-dire les tribunaux. Non, j'étais donc ministre délégué et d'ailleurs mes attributions étaient connues. J'étais en charge de l'élaboration des textes, c'est-à-dire de la législation. J'étais en charge de suivre les professions judiciaires et j'étais en charge des questions de droits de l'homme. Et sur ces 3 fronts, nous avons fait des progrès énormes pendant ma durée, mon passage au gouvernement. Le code de procédure pénale aujourd'hui, qui est l'un des plus protecteurs des libertés, mais n'est pas appliqué par les magistrats, c'est nous qui l'avons adopté. Enfin, en tout cas soutenu et défendu. Bon. S'il existe un rapport sur les droits de l'homme au Cameroun aujourd'hui, et l'ensemble de la législation en matière de droits de l'homme, c'est pendant que nous y étions. C'est lorsque nous sommes partis qu'en 2014, on a adopté cette loi liberticide sur le terrorisme. Nous n'aurions jamais fait passer une loi pareille. C'est lorsque nous sommes partis que l'on a adopté le code électoral qui existe aujourd'hui, que l'on a trituré, tripatouillé le texte sur le code pénal, du code pénal. Mais cela ne vous empêchait pas de voir la situation générale du pays et d'être alarmé parce que vous étiez de toutes les façons au service d'un gouvernement. On est au service d'un État. Le gouvernement lui-même est au service d'un État. Et moi, j'étais au service de l'État du Cameroun. Et je vous ai parlé de mes fonctions en tant que ministre délégué. J'avais ensuite, sur le plan technique, la conduite du dossier dit Bakassi, c'est-à-dire de la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Et j'ai toujours dit aux Camerounais que mon sentiment profond est qu'on m'a nommé ministre pour conduire ce dossier-là. Et je l'ai fait avec, j'allais dire, tout mon patriotisme, avec tout ce que je peux avoir comme connaissance et compétence. Et si vous étiez très attentif à ce qui s'est passé, j'ai tenu ma dernière réunion, puisque vous revenez sur cette question à laquelle je réponds depuis 7 ans, j'ai tenu ma dernière réunion avec le secrétaire général des Nations Unies à New York sur le dossier Bakassi en novembre. Je suis rentré en novembre et j'ai démissionné du gouvernement camerounais. Parce que nous sommes en 2011. Nous sommes en 2011. Parce que vous semblez perdre de vue le fait que j'ai démissionné et qu'on ne m'a pas renvoyé du gouvernement. Donc j'ai démissionné à partir du moment où j'ai estimé que j'avais accompli l'essentiel de ma tâche qui était de conduire à bon port le dossier Bakassi. Et j'aurais fait autrement, ce serait apparu comme une trahison pour mon pays de laisser un dossier aussi important juste parce que j'ai un désaccord politique fondamental sur la conduite des affaires du pays, laisser qu'une partie du territoire camerounais risque d'être arrachée par un pays voisin. Donc vous démissionnez en 2011, en 2012 oui. Vous créez le MRC? Oui, on crée ensemble avec d'autres personnes le MRC. Et déjà dès le lancement, vous avez des problèmes, on vous empêche de lancer le parti. Est-ce que vous avez parlé de trahison? Est-ce que ce n'est pas légitime quelque part aussi que le gouvernement ait perçu votre démission suivie de la création d'un nouveau parti comme une forme de trahison aussi? De qui? Trahison de qui? Envers qui? Envers le gouvernement. Donc quand on est nommé dans un gouvernement, c'est un pacte de sang. On ne peut plus exprimer le désaccord. Pourquoi est-ce que cette question est abordée comme si c'était une spécificité camerounaise qu'un membre du gouvernement démissionne? Pourquoi c'est abordé de cette façon-là? On est presque choqué, excusez-moi de dire cela comme ça, que l'on présente quelqu'un qui exprime un désaccord politique et qui a le courage de dire « je suis en désaccord, je parle » comme une trahison. Mais si on veut parler de trahison, est-ce qu'on a pu penser un seul instant que je considère comme une trahison la façon dont on a conduit les affaires du pays, alors qu'on m'avait fait croire que, effectivement, dans ce septennat, c'était le septennat de grandes ambitions où l'on voulait réaliser de grandes choses pour les Camerounais et qu'on n'a pas pu faire?
Il faut arrêter de perdre les Camerounais avec ce genre de questions, parce que même le seul fait de poser une telle question, sous cet angle, je vous signale qu'à l'heure actuelle, le président du Sénégal, l'actuel président du Sénégal, avait été sous le président Wade, son ministre, son premier ministre, son président de l'Assemblée nationale. Il était membre de son parti, PDS. Moi, je n'ai jamais été membre du RDPC. Jamais. Ni d'aucun autre parti avant la création du MRC. Et vous me parlez de trahison, et lui, il est parti du gouvernement. Il est parti de l'Assemblée nationale. Il a créé un parti contre M. Wade, qu'il a battu aux élections. Il est devenu président. Jamais les Sénégalais n'ont vu cela comme une trahison. Et on peut citer de nombreux exemples dans les pays développés où vous vivez. Je crois qu'ici même en Belgique, où vous vivez, il y a des émissions tous les jours. Y a-t-il une spécificité camerounaise? Y a-t-il une sorte d'enchaînement? Ce sont des chaînes que l'on vous pose lorsqu'on vous nomme au gouvernement, en sorte que lorsque vous exprimez votre désaccord et vous partez, que l'on vous parle de trahison. S'il y a trahison, moi j'estime que c'est le gouvernement qui m'a trahi ou que c'est M. Biya qui m'a trahi parce que mes attentes n'ont pas été satisfaites. Maurice Kamto, laissons-nous un peu rêver. Quand vous étiez jeune, vous rêviez d'être président? On rêve de tout quand on est jeune. Peut-être que j'en rêvais, je ne m'en souviens plus. J'ai rêvé de beaucoup d'autres choses quand j'étais jeune. J'aurais bien voulu aussi être artiste. Moi j'aurais bien voulu être artiste, un peintre ou un musicien. Mais ça fait partie des rêves et nous ne réalisons pas toujours nos rêves. Il se peut que j'ai rêvé d'être président, oui. La plupart des jeunes enfants rêvent d'ailleurs de ça. Je vous suggère de rêver un peu avec moi. Nous sommes en 2025 et on ignore comment, mais vous prenez la tête du pays après cette année en plus. Vous êtes président du Cameroun. Quelles sont les 2 premières mesures que vous prendrez? Je crois que ça aussi c'est un exercice de journaliste qui revient toujours. On vous dit quelles sont les 2 premières mesures ou bien qu'est-ce que vous faites dans les 100 premiers jours. Le Cameroun est un pays où il n'y a que des urgences. Il y a des urgences sociales, il y a des gens qui n'ont pas d'eau potable au Cameroun. J'ai vu de mes propres yeux des compatriotes ramasser de l'eau dans des flaques d'eau de pluie tombées sur la route, la grande route, pour boire, alors que des animaux venaient d'ailleurs de boire dans la même flaque d'eau, dans l'extrême nord du pays. Donc quand vous avez ça, c'est une urgence absolue. Vous ne pouvez pas mettre en 2e position. Mais il y a des urgences, d'autres urgences sociales. La situation des hôpitaux, des formations sanitaires au Cameroun. Peut-on différer la nécessité de réformer le système sanitaire, de redonner la confiance au personnel de santé, de mettre en place un plateau technique qui permette de prendre en charge les affections les plus simples sans que l'on court le risque d'y laisser sa vie? C'est une urgence. Il y a l'urgence scolaire. Le système scolaire. Si vous avez regardé ces derniers temps, y compris un ministre, membre du gouvernement qui allait battre campagne dans la partie septentrionale du pays, dans quoi? Dans une école soi-disant, il est assis sur une table banc, mais dans quoi? Ce sont des branchages d'arbres sans feuilles qui servent d'établissement scolaire. Les enfants continuent à s'asseoir à même le sol. C'est une urgence. Mais il y a aussi l'urgence économique, de la situation économique. Nous n'avons plus d'investissement direct étranger. Nous n'avons plus que quelques rares investissements locaux, en particulier d'ailleurs dans les bâtiments, pour construire soit des hôtels, notamment parce que la plupart des opérateurs économiques attendent la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de 2021, en espérant de rentabiliser leurs investissements. Tout est urgent. Regardez le niveau d'infrastructure, notamment routière. Entre les liaisons entre les principales villes du pays, Douala et Yaoundé, Yaoundé et Bafoussam, Douala et Bafoussam. C'est terrible, mais je ne parle pas d'autres régions. Pour aller du Cameroun, du sud du pays à Maroua jusqu'à Koussery, il n'y a plus de route. Je me demande comment ces populations vivent. C'est un désastre économique et social. Il n'y a plus de liaison possible entre les 2 régions. C'est une urgence absolue. Alors, quand vous me dites quelles sont les 2 principales mesures, je suis simplement obligé de vous dire, je prendrai l'ensemble des mesures nécessaires pour faire face aux urgences. Ensuite, nous avons tout le temps de dérouler notre programme économique que nous avons présenté pendant la campagne. Il y a des actions qui vont être des actions à moyen et à long terme, et il y a d'autres qui doivent être prises dans les 3 à 6 mois qui viennent. Mais quand vous exprimez, ça a l'air tellement simple. Est-ce que vous n'avez pas peur de décevoir? Vous avez vu ces milliers de personnes à Paris qui scandaient votre nom. Vous n'avez pas peur de décevoir. Vous avez décrit la situation actuelle qui est chaotique. Donc le challenge est énorme. Vous avez ça à relever et vous avez tous ces regards de millions de personnes. Est-ce que
Il faut toujours avoir peur de décevoir en politique. D'abord parce que nous ne savons pas, quand vous prenez le relais, ce que vous allez trouver comme situation, elle risque, et la plupart du temps, elle est pire que ce que vous imaginez, surtout en termes de finances publiques. Donc vous avez là un vrai risque de décevoir. Mais ce qui me semble fondamental, et je crois que c'est cela aussi que les populations attendent, c'est qu'elles vous voient à la tâche. C'est qu'elles voient que vous ne dormez pas. C'est qu'elles voient que vous ne participez pas à la gabegie, à la distraction des biens publics et des fonds publics. Mais qu'elles voient que vous avez